Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde. Marie-Josée Girard en compagnie de mon collègue Jasmin Lemieux-Lefebvre pour vous présenter votre émission diocésaine. Bonjour Jasmin. Bonjour Marie-Josée. On vous présente aujourd'hui un ordre qui a été fondé au Moyen Âge, mais qui est toujours bien vivant aujourd'hui. Ben oui, l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Alors, il y a un chapitre bien sûr à Québec. Et au printemps dernier, notre archevêque Gérald Lacroix est devenu grand prieur. Et puis, on vulgarise un peu ce que fait aujourd'hui l'ordre du Saint-Sépulcre, toujours bien actif dans notre milieu ici à Québec. Et tu nous parles, Jasmin, de Monseigneur Lacroix. Également, on vous présente quelques images de sa visite dans son village natal, Saint-Hilaire de Dorset. Donc, c'est un village d'une moins d'une centaine d'habitants qui a accueilli avec une grande joie son nouvel archevêque. On vous présente les quelques membres de la famille et de son entourage qui l'ont rencontré. Et pour débuter, on vous parle d'une formation bien importante qui s'est déroulée auprès de plusieurs agents de pastoral et de personnes impliquées en pastoral dans notre diocèse. C'est une formation qui s'appelle « Violence en héritage » qui touche la question de la violence auprès des femmes. Alors, c'est une problématique qui touche encore aujourd'hui trop de personnes. Alors, on a parlé avec des intervenants du milieu pour savoir comment enrayer cette problématique. Alors, un reportage qu'on vous invite à regarder. On vous souhaite une bonne émission. Chaque année, le diocèse de Québec organise une session « Violence en héritage » pour sensibiliser et conscientiser sur la problématique de la violence conjugale. Des agents de pastoral, des séminaristes et différents autres intervenants en pastoral participent à cette formation. Mais la violence est-elle si présente dans notre société pour qu'il soit pertinent d'en discuter ainsi? Poser la question, c'est en même temps y répondre parce que si vous suivez moindrement l'actualité, vous êtes au courant que la violence, et particulièrement la violence conjugale, ça fait partie, malheureusement, encore aujourd'hui, c'est la situation de femmes qui sont aux prises avec des questions de violence conjugale. La violence a toujours été présente, Valérie, sauf que maintenant, c'est beaucoup plus dénoncé. Les statistiques n'ont pas beaucoup changé dans les maisons d'hébergement. Nous, cette année, à la Maison de la Jonction pour elle, on a accueilli 128 femmes, 76 enfants. Donc, c'est quand même une grosse année, en guillemets, là. Les femmes sont moins tolérantes. Je vous dirais que les femmes, on a beaucoup de femmes qui sont jeunes, qui viennent consulter, viennent chercher de l'aide parce que la tolérance est moins grande. Donc, est-ce que le visage des femmes a changé au cours des dernières années, des derniers 20 ans? Je penserais que oui, mais la violence, elle n'a pas changé. La violence, c'est la même. Je pense qu'elle est présente partout, sur différents aspects, que ce soit au niveau de la violence conjugale, que ce soit au niveau de la violence envers les enfants, au niveau social aussi. On parle beaucoup de rage au volant, de ce temps-ci, des choses comme ça. De violence sociale dans les bars, un peu partout. Les gangs de rue. Fait que de la violence, il y en a partout. La violence est donc un phénomène omniprésent. Mais qu'est-ce qui définit la violence conjugale? Première des choses, la violence, c'est inacceptable. C'est un comportement. C'est pas de la santé mentale. C'est pas un trouble de santé mentale d'avoir des comportements violents, là. On a un potentiel, mais c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser. C'est toujours une question de choix. Dans un contexte de violence conjugale, il y a plusieurs formes de violence. Il y a la violence physique, psychologique, verbale, économique, sexuelle. Il y a la violence envers les animaux, les objets, puis la violence institutionnelle. Puis il y en a d'autres formes, là, mais maintenant, il faut que ça s'inscrive, il faut qu'on dise que c'est de la violence conjugale, il faut que ça s'inscrive dans le cycle de la violence, où il y a la tension, l'agression, la justification et la rémission. Ce cycle est continu et il se resserre souvent en étau sur les victimes de violences conjugales, laissant de moins en moins de place à la rémission. Chaque fois, alors que l'espoir n'est que de meilleurs jours sont à venir, une nouvelle crise ramène la violence dans le couple. Et c'est récurrent, il faut que ça revienne pour que ça soit un contexte de violence conjugale. C'est vraiment dans un contexte de relation de couple. Le gars n'a pas besoin d'être marié, 3 enfants, la maison, etc. Et il peut être en fréquentation. À ce moment-là, moi, à partir qu'il peut être en fréquentation avec une conjointe. Ou des fois, il l'a été. Il ne l'est plus présentement, mais il a été 2 ans. Puis là, oups, il n'est plus en relation. Puis il s'aperçoit que quand il rentre en relation avec une femme,
automatiquement, il tombe dans le dénigrement, les différents types de violences qu'il peut y avoir. La violence conjugale, la violence dans une relation amoureuse, il y a l'écart d'intention. C'est quoi qu'on veut en faire de cette violence-là? C'est un instrument, la violence, qu'on va l'utiliser comment? Donc, si c'est un conflit, si on est en conflit toutes les deux, je veux avoir raison sur la situation. Je veux gagner. Je veux gagner, mais sur la situation. Tandis qu'en violence, c'est que je veux gagner, mais sur toi. Ça va être toi, l'instrument, là. Donc, je vais essayer absolument de t'écraser pour avoir raison. L'intention, c'est que c'est ça qui distingue s'il y a un problème ou pas. Je peux poser un geste de violence. Je te donne un exemple, je me cogne un genou sur la table, puis j'en maudite table, puis je donne un coup de poing sur la table. Tu dis, oh, il est agressif. C'est juste que je me suis fait mal au genou. J'ai peut-être pas un langage approprié, délicat, etc. J'ai effacé la table, j'ai posé un geste, mais c'est pas nécessairement problématique. Mais si je te regarde, « Hey, tu vas-tu m'écouter? » puis je donne un coup de poing sur la table, là, je suis en relation. Là, je t'impose de m'écouter. Je t'oblige à m'écouter par de l'intimidation, etc. C'est important d'avoir l'intention. Si tu n'as pas l'intention, derrière le geste, c'est un geste de même isolé. Mais quand il y a l'intention, là, ça devient problématique parce que je veux prendre le dessus sur toi, là, à ce moment-là. Ceux qui travaillent à aider les hommes dont le comportement s'inscrit dans le cycle de la violence font bien attention de ne pas parler d'hommes violents, mais d'hommes à comportement violent. Bien, la nuance, c'est de faire la différence entre le geste et la personne, tout simplement. Je pense pas qu'il y a personne qui peut pas dire qu'il pose pas un geste, mettons, niaiseux dans sa vie, mais il ne fait pas de lui un niaiseux. Ça prend combien de gestes niaiseux pour devenir niaiseux? C'est-tu 10? C'est-tu 100? C'est-tu 2000? C'est 1 million? Moi, je me positionnerai pas là-dedans. Fait que ces gars-là, en même temps, ils ne posent pas rien que des gestes. Il y en a là-dedans, c'est des bons pères, des bons travailleurs. Des fois, c'est des gars qui ont un bon sens d'humour, sont comiques. Puis en même temps, c'est aidant pour la femme. Parce que la femme qui sort avec un violent ou qui est mariée avec un violent, ça n'a pas de sens. Elle est nounoune, quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est pas ça, parce que c'est pas vrai qu'elle sort avec un violent ou qu'elle est mariée avec un violent. Elle est mariée avec un homme, mais qui a des comportements violents dans différentes circonstances. Puis il y a des fois qu'il réagit excessivement bien. Il est très adéquat dans son intervention, mais il y a des journées qu'il a mal géré ce qu'il a vécu, il n'a pas pris le temps de s'écouter à lui, pour différentes raisons, soit le travail qui le déborde puis qui est pris, puis il ne prend pas le temps de s'arrêter à partir de ça, mais c'est toujours faire la différence entre le geste et la personne. La pastorale aussi peut prendre sa place dans la lutte pour contrer la violence. On sait très bien que Jésus, au cœur de l'Évangile, ce qu'il a voulu, c'est de libérer les gens. La femme qui est violentée, elle vit de la peur, elle vit du rejet. Elle se sent à quelque part prise dans une toile d'araignée et souvent elle se dit « Comment je vais m'en sortir? » Alors donc, un des objectifs de la session Violence en héritage, c'est d'outiller les prêtres, les agents et les agentes de pastorale, les stagiaires en pastorale et les séminaristes à être capables de devenir des intervenants là, quand on va rencontrer des personnes, qu'on va pouvoir effectivement les écouter, mais de faire davantage, leur donner des ressources pour qu'ils puissent s'en sortir, en un mot, les libérer. Ce sont des gens qui travaillent sur le terrain, avec des familles, avec des jeunes, avec des adultes, et qui sont en première ligne pour essayer de dépister, faire du dépistage au niveau de la violence conjugale. Je pense qu'on a là un rôle d'humanisation, hein? C'est un rôle d'évangélisation, mais d'humanisation aussi. Alors oui, moi, je pense qu'il y a une grande sensibilisation à faire auprès des gens qui travaillent en Église. C'est notre rôle, je dirais un rôle premier, d'accompagner les gens dans ce qu'ils vivent, dans leur souffrance, à travers toutes les épreuves de la vie aussi. Ça fait partie aussi de notre tâche. Quel lien fait-on avec la violence, la problématique qu'on a étudiée ici depuis ces 2 journées de formation et
Ce qu'on retrouve dans l'Évangile, par exemple, hein, dans le discours de Jésus, dans le regard de Jésus, et comment est-ce que ce qu'on disait, ce que je partageais ici avec le groupe cet après-midi, c'est comment avoir un regard de compassion. Bien, on n'a qu'à retourner à la source, et la source, c'est le Christ lui-même. C'est dans l'Évangile, c'était Jésus est le modèle d'accompagnateur par excellence. Jésus rencontrait un homme ou une femme victime de violence et bien sûr, son regard, une parole, son accueil inconditionnel, son amour qu'il portait, ça relevait, ça remettait quelqu'un en route, ça le relançait pour repartir, ça lui rendait sa dignité. Jamais assez, ça, qu'il faut prévenir. Prévenir, ça veut dire aussi de dénoncer la violence. Moi, je l'ai appris jeune. Mon père, il y a une maison qui a dit à ma tante, en sacrant, va me chercher une bière. Puis là, mon père s'est levé, il l'a regardé, il dit, si c'est de même que tu veux y parler, moi, je reviens plus ici. C'est-tu clair? Hein? Il a tout de suite dénoncé, puis j'ai resté surpris. J'avais pas aimé, mon oncle, qu'il fasse ça. Puis ma tante était bien fine, c'est une petite femme toute douce, toute fine. Et puis elle s'est levée, puis à partir de ça, fait que ça a été un peu mon barème de dire non, gars, on dénonce, puis on ne gêne pas. Puis quand mon père était là, OK, c'est correct, Antoine, assis-toi, je ne le ferai plus, je vais demander correctement le prochain coup. Qu'est-ce qui est possible de faire? Ben, moi, je le dénoncerais. Mais je le dénoncerais, je lui dénoncerais à lui-même, tout simplement. Tu sais, mettons, Pierre, hier, quand tu parlais à ta femme, t'es rough avec. Tu savais-tu qu'il y a des ressources qui peuvent t'aider là-dedans? Puis essayer de le guider à ce moment-là. Mais de le dire, de le dénoncer. Faire attention, pas faire... C'est sûr, comme on dit toujours en violence, toujours s'assurer que sa sécurité, mais la sécurité, si je vais voir un gars et il dit, il me semble que t'es raide avec ta blonde, qu'elle ne mange pas une go après, là. Fait que voir jusqu'à quel point il y a danger, ça c'est comme toujours à évaluer. C'est le prémisse de base dans l'intervention en violence, la sécurité des gens. Autant celui qui veut aller intervenir, il faut que tu te sentes solide. Nous sommes ici aujourd'hui dans le village natal de Monseigneur Gérald Lacroix à Saint-Hilaire de Dorset en Beauce. Aujourd'hui, le 18 juin 2011, Monseigneur Lacroix visite sa paroisse natale. C'est un bijou cette chaire-là. Elle est vraiment très belle. L'église s'emplissait, puis les bargeurs à chaque part, puis il y avait plein de gens qui s'assuyaient ici, puis il y avait des petits, là, s'assuyaient au palus. Vois-tu le pallium, Yvan? Il est plus long que le mien, là, mais Saint-Hilaire, c'est un archevêque. C'est la première fois que je remarque ça. Il y a le pallium, c'est ça. Ah, ça dit tout de suite que c'est un archevêque. Un archevêque métropolitain. Il y a juste les archevêques qui portaient le pallium. C'est ça. C'est peut-être pas une toi. Viens voir où j'ai été baptisé, Martin. J'ai été baptisé ici, moi, juste ici. Il n'y avait pas de fonds baptismaux, c'était un plat en grès. Hein, Dad, m'expliquer ça. Mais il y avait un plat, j'aimerais ça mettre la main là-dessus. Je sais pas où il est, hein? J'ai aucune idée, c'est ça. En bas, c'était les causes. Ils l'ont peut-être plus, hein? Non. En tout cas, c'est pas grave. Mais expliquez là, comment ça se passait ici. Mais il y avait un gros plat
En grès? Non, pas comme la vaisselle, là. En cristal? Pas en cristal, pareil comme ça, là, quasiment, là. Et comme ça, ici, là, puis il mettait de l'eau dedans. Puis là, il tenait le bébé au-dessus, là, puis comme ça, ici. Les parents s'installaient comme ça, puis... Et puis, même on a un portrait, nous autres, là, c'était tout viré pour... Quand on t'a fait baptiser, avec papa, là, on t'a un portrait de ça. Oui. Et puis... maman, puis Mariette, c'était la porteuse. Le banc de mes grands-parents, c'était ici, le numéro 27. Je suis venu souvent avec ma grand-mère ici, assis entre les deux, là. Hein? C'est ça. C'était notre bain. C'était notre bain ici, c'est ça. Auprès, il n'y avait pas de place, ici avec mon oncle Jim en arrière. C'est ça. Pour moi, Gérald, ben, c'est encore mon petit gars, qui a toujours été notre petit gars. Puis, ça fait chaud au cœur parce que il n'y a pas juste une petite famille, il y a une grande famille. Tout le diocèse de Québec. OK, très bien. Pour moi, c'est ça que ça fait dans mon cœur. Ça nous fait plaisir de le voir, premièrement, en religion, avoir réellement reconnu le Christ dans son cœur, puis il veut le partager aux autres, puis ça nous fait vraiment chaud au cœur pour ça, là. On est fiers de l'avoir, tu sais, comme quelque chose qu'on n'avait jamais rêvé ça, mais on est très contents. Ah, ben ici, moi, je me souviens d'être venu souvent à messe avec mes parents. Moi, comme j'étais le plus vieux, je montais avec mon père en haut. Il était dans le chœur de chant en haut. Alors, je montais là. Je me souviens, quelques messes de Noël, de la messe de minuit, d'être monté, de m'être endormi. J'ai manqué le plus gros de la messe. Oui. C'est quelque chose, venir ici, hein? On a de l'histoire ici, là. Ouais, au-dessus de mon école, c'était juste là-bas. C'est pas gros notre village, hein? C'est tout petit. Mais quand c'est chez nous, c'est beau. Ça n'a pas besoin d'être gros pour être beau. Avez-vous vu la petite maison qu'il y a là? Oui, on l'a vu tantôt, mais Vous savez c'est qui, hein? Mes grands-parents, c'est toute la famille. Mon frère, mes hommes, maintenant, sont tous des... C'est bon. C'est bon. Bon, ben, on s'en va au cimetière. OK. Ça, c'est mes grands-parents ici, Cyprien et Régina. Cyprien Lacroix et Régina Goulet. Et mes arrière-grands-parents, Philibert Lacroix et Mérilda Fournier. Ben oui, approchez-vous, on va faire une prière. Approchez, venez-vous-en autour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une grande fierté, une grande honneur aussi de voir qu'on a un évêque dans notre famille. Puis entre les deux, on a un attachement qu'on reste copain-copain. On reste amis. On n'a pas pris les grandeurs ni sur un sens ni sur l'autre côté. Là. On a resté ensemble comme on était avant, si tu veux. 2 générations ici. Mes arrière-grands-parents ont été des défricheurs ici à Saint-Hilaire, hein, dans les premières familles. Hein. oui, mon grand-père, son arrière-grand-père, il est venu au monde ici à Saint-Hilaire. Oui, c'était les premiers. Après ça, mon grand-père. Ça. Et oui. C'est beau. Saint-Hilaire, c'est la place qu'on est venu au monde. C'est la place que l'autre ont vu venir au monde. Ça reste notre place natale. Puis vous savez, la place qu'on a venu au monde, c'est jamais un trou. C'est tout le temps une place très spéciale. L'arsenal le plus fort contre lequel on ne peut rien. C'est une arme dont le port ne demande aucun soutien. L'arsenal qui endort la rage des plus malins. C'est l'amour dans le regard comme arsenal de paix.
Aujourd'hui, notre reportage examine une réalité qui vient du Moyen Âge. Nous vous présentons l'Ordre équestre des Chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem qui compte plus de 27 000 membres dans le monde. Cette association internationale de fidèles, placée sous la protection du Saint-Siège, a pour mission de soutenir les œuvres et les institutions sociales de l'Église catholique en Terre Sainte. Ce soir, nous sommes réunis pour la célébration de la vigile et l'attribution des promotions dans le lieu-temple du Canada-Québec, qui sera présidé par notre grand prieur émérite, son Excellence Monseigneur Maurice Couture. Pour moi, l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, c'est beaucoup plus un mouvement de formation spirituelle, d'accroissement spirituel, plutôt qu'un mouvement qui a des allures un peu d'apparat, mais qui a aussi comme objectif de soutenir les maisons d'éducation et les temples des lieux saints. Au fond, ça s'appelle l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Équestre fait drôle un peu, évidemment, mais ça rappelle l'origine du mouvement, c'est-à-dire l'Ordre du Saint-Sépulcre, qui dans le temps était une organisation militaire pour aller délivrer le Saint-Sépulcre. Mais derrière ça et au-delà de ça, c'est un mouvement qui est tout à fait de notre temps et qui a au fond comme objectif de former des chrétiens capables de témoigner de leur foi. Et ça entre très bien dans l'objectif de notre archevêque qui est la nouvelle évangélisation. C'est à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec qu'a eu lieu l'investiture de 7 nouveaux membres de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Monseigneur Gérald Lacroix, récemment nommé grand prieur de l'Ordre, a présidé la célébration. Il y a 2 dimensions à l'Ordre. Il y a cette dimension de soutenir financièrement l'Église de Terre-Sainte. Mais plus profondément, et ce qui me tient vraiment, parce que donner des sous, on pourrait en donner sans être membre de l'Ordre. Mais ce qui m'interpelle beaucoup, quand on dit le Saint-Sépulcre de Jérusalem, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas tant pour rester dans un sépulcre. Qu'est-ce qui se passe au sépulcre? Si on le vénère, s'il a été vénéré dans le temps passé, c'est parce que c'est de là que le Christ est ressuscité. Et je me dis, pour moi, aujourd'hui, nous avons à vivre en ressuscité. Nous avons à être des témoins qu'il n'y a pas un sépulcre qui peut nous garder enfermés. Puis quand on dit chevalier, bon, c'est sûr que c'est le temps il y a eu les croisés, mais je me dis, avoir des mœurs nobles, des mœurs de chevalerie. Tu peux être dans la rue et avoir des mœurs nobles. Alors, je me laisse interpeller par ça, cette noblesse de l'être, dans quelques conditions qu'elle soit, cet appel à se tenir debout et à se laisser vivifier tout le temps par la résurrection, et cet appel au soutien en Terre Sainte, ce soutien financier qui est très important. J'ai rencontré des nouveaux membres de l'Ordre et je leur ai demandé ce qui les a motivés à entrer dans ce mouvement. C'est important pour nous autres d'être solidaires les uns les autres. Quand on est toute seule dans un petit coin ou dans un petit village ou dans une petite ville, c'est important d'être unis à un groupe solide qui nous aide, qui nous épaule, qui nous aide à vivre vraiment en véritable chrétien, soldat du Christ. Et vous êtes à l'aise avec le décorum, la cape et tout? C'est des éléments concrets qui nous font prendre conscience de nos responsabilités. C'est peut-être un petit peu, on peut dire un standing, un décorum, mais on a besoin de temps en temps d'avoir des points de repère, des points de décorum, des points d'ancrage pour vivre vraiment unis avec tous les autres chrétiens. Moi, personnellement, je suis militaire. J'ai fait le vœu de défendre les citoyens. On sait que là-bas, les chrétiens ils ont la vie dure de temps en temps. Et puis, on a juste à penser à l'attentat qu'ils ont subi là, à l'arme légère là, automatique dans une église où des chrétiens ont été assassinés en plein cœur d'une église. Donc, c'est des choses qui, moi, me touchent beaucoup parce que je suis dans le monde militaire. Puis
si je peux protéger d'une certaine façon en fournissant des infrastructures, en aidant à construire des écoles, en aidant à financer des mouvements qui pourraient inciter les autorités à faire la paix, mais tant mieux. C'est vraiment, ce serait vraiment l'objectif atteint. Grâce à l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, l'Église catholique est soutenue en Terre Sainte. Et cela ne va pas sans l'engagement de ses membres qui veulent offrir un rayonnement dans le monde. À notre tour, tâchons d'être lumière du monde. C'était Linda Doyon pour l'Église catholique de Québec. Alors, au sein de notre Église, il y a des initiatives qui existent depuis des siècles, comme l'Ordre du Saint-Sépulcre. Également, il y a des projets tout nouveaux. Il y a un qui a vu le jour il y a de ça quelques années maintenant, c'est le petit séminaire diocésain, dont les locaux ont été officiellement lancés au printemps. Tout à fait. C'est ce qu'on vous présentera la semaine prochaine, cette inauguration officielle. Également, vous pourrez voir la deuxième partie de notre reportage « Violence en héritage ». Et on vous parle d'une initiative interparoissiale qui s'est déroulée au printemps dernier sur l'île d'Orléans, concert bénéfice Un cœur, une île. Alors, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.